Merci Laurent, donc bonjour à tous et merci d'être venus à cette conférence, cette dernière conférence de la journée du DevLil. Donc je suis très heureux d'être ici et content de vous présenter ce que je fais chez Castra, donc notamment au niveau des plugins. Donc aujourd'hui on va parler, donc, comme le disait Laurent, de workflow, d'orchestrateur et on va voir ensemble comment créer un plugin 100% généré par l'IA. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un workflow? Donc nous on appelle ça un flow chez Castra, donc c'est vraiment l'unité fondamentale d'orchestration, l'atome de votre orchestration. Ça définit chez Castra un ensemble de tâches, un ordre d'exécution, des inputs, donc des properties, et des outputs et une logique d'orchestration. Donc, qu'est-ce que l'orchestration? Donc, en fait, c'est une méthodologie, c'est quelque chose qui va permettre de connecter des systèmes disparates, des scripts éparpillés, aussi d'extraire, de transformer, de charger de la donnée à l'échelle. Et aujourd'hui, en 2026, aussi de manager des agents autonomes, par exemple. Alors, qui dans la salle fait de l'orchestration ou utilise un orchestrateur? Ouais, quelle surprise! D'accord, donc concrètement, j'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, l'orchestration moderne est cassée. Donc, vous utilisez, on utilise tous des outils modernes dans la data, dans l'orchestration. On a en fait, on a du mal à les faire communiquer ensemble. Il y a beaucoup de scripts disparates qu'on a du mal à mettre à jour, enfin à maintenir finalement des outils un petit peu de différentes typologies à droite à gauche à maintenir et ça peut être un véritable enfer sans applications et produits dédiés. Donc bonjour à tous, donc, moi c'est François, je suis lead software engineer chez Castra, donc, que j'ai rejoint il y a un an en tant que lead sur la squad plugin. Donc pour démarrer, donc qu'est-ce que c'est Castra? Donc Castra c'est un orchestrateur, donc on a 4 piliers, 4 produits je dirais. Donc le premier c'est l'open source, open source open core dans lequel on a les building blocks de l'orchestrateur, donc notamment l'exécuteur. On a également une édition entreprise avec des features orientées enterprise, donc au niveau de la gouvernance, comme vous le voyez, la sécurité, les airbags, etc., etc. On a également un produit SaaS qui est Castra Cloud, qui permet de déléguer en fait l'infrastructure à Castra et de lancer Castra dans le cloud finalement. Et il y a également ma partie, donc la quatrième, qu'on peut aussi également considérer comme un ensemble de produits, qui sont donc les plugins et l'écosystème. Castra en quelques chiffres, donc on a plus de 10 000 organisations qui nous utilisent aujourd'hui. On a pas mal de gros clients, notamment Toyota, Crédit Agricole, Leroy Merlin, Fila. En 2025, c'était plus de 2 milliards de flows exécutés. Côté open source également, comme je vous le disais, on est également initialement dans l'open source. Donc on a bientôt 30 000 stars sur GitHub, donc n'hésitez pas à mettre une petite étoile pour ceux qui le souhaitent. Et plus de 1300 contributeurs open source. Alors, pourquoi Castra est si unique aujourd'hui? Concrètement, en fait, on propose une interface unifiée pour gérer vos workflows, pour gérer la configuration qui tourne autour. On est également du coup déclaratif, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir déclarer nos workflows sous forme de YAML, le fichier YAML. Donc, c'est un peu l'unité de base, comme je vous le disais. Donc ça, c'est pour le côté éditeur low-code. On peut également avoir un éditeur no-code pour un peu plus visuel. Et on est également agnostique, donc c'est-à-dire que finalement, on va pouvoir lancer des scripts en Go, en Python, en Perl, à peu près dans ce que vous voulez, en Python. On est également, du coup, un de nos piliers, c'est qu'on est également event-driven. Et donc, on est capable de réagir à peu près à n'importe quel type d'événement, que ce soit par exemple l'ajout d'une ligne en base, l'envoi d'un message dans un topic Kafka, etc., etc. On mène également notamment des benchmarks au niveau de l'open source comme de la version entreprise. Donc on est capable de scaler à haut niveau, que ce soit au niveau de JDBC, au niveau de Kafka et de l'édition Enterprise. Donc c'est battle testé très régulièrement. On a également des articles de blog à ce sujet pour détailler un petit peu ce qu'on fait autour de ça. Donc comme je vous le disais, finalement Castra c'est un produit, mais c'est aussi une plateforme avec des use cases relativement infinis, avec aujourd'hui trois piliers, 3 directions, on va dire, des verticals, notamment au niveau de l'IA. Donc ensuite on a tout ce qui est data engineering, donc c'est un peu sur lequel on gravitait à l'origine. Et depuis peu, on se concentre aussi beaucoup sur l'infrastructure.
Donc concrètement, Castra est bâti pour n'importe quel team finalement, n'importe quel type de personnage, mais on a principalement 3 types de personnages, je dirais aujourd'hui, même si on est encore en train de les construire et d'y réfléchir. Donc autour des platform engineers notamment, des data engineers, mais aussi des software engineers, donc pour les développeurs par exemple, si on veut orchestrer, imaginons des microservices. Donc concrètement au niveau de ma partie, les plugins permettent de gérer finalement chaque tâche, chaque trigger dans Castra, donc de venir en fait, créer vos workflows avec vos propres connecteurs pour gérer différents types de données, que ce soit en get, en write, etc. Ils vont venir en fait encapsuler des systèmes externes, exposer des primitives et vous permettre d'étendre en fait finalement votre propre plateforme, votre propre code dans la plateforme plutôt. Donc il est également possible d'écrire donc vos propres plugins custom et de les lancer dans Castra. Donc au niveau des plugins toujours, il faut savoir qu'on a à peu près 10% des plugins qui sont utilisés par 90% des utilisateurs et des clients. Donc on est presque sur une loi de Pareto. Ça représente à peu près 15 repositories, 15 dépôts GitHub de plugins. Donc par exemple le JDBC, File System, CRDS, etc., etc. On vient de dépasser justement 1500 plugins, donc plutôt tâche de plugin. Donc une tâche de plugin, c'est un élément constitutif d'un workflow. Je vous montre après à quoi ça ressemble dans un fichier YAML. Et concrètement, on dit souvent dans Castra que tout est plugin, donc que ce soit une tâche, un trigger, un task runner, un secret manager, un storage provider. Donc tout est extensible finalement. Alors, avant d'aller dans la démo, je voudrais vous montrer un petit peu. Vous vous doutez que du coup, pour maintenir autant de plugins, en fait, ça demande pas mal de jus de cerveau, de maintenance, etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de plus en plus d'aller vers de l'IA agentique pour créer nos plugins. Donc ici, je vous propose une matrice de maturité de l'IA agentique que j'ai un peu imaginée, avec différents niveaux. Donc on voit que ça va du niveau 1 au niveau 5. Donc du plus manuel où en fait on va venir en tant qu'humain, en tant que développeur, prompter en fait, par exemple dans ChatGPT pour demander des infos, on va copier-coller, il y a beaucoup de boilerplate, etc., d'aller-retour. Vers le niveau 5, où là en fait on va être full agentique avec que des agents qui vont discuter entre eux, qui vont créer leurs propres agents, auto-apprendre, et on aura de la télémétrie, de l'auto-apprentissage. Donc voilà, comme le dirait ce bon vieux Linus Torvalds, le créateur de Linux, talk is cheap, show me the code. Aujourd'hui, en 2026, moi je dirais même qu'aujourd'hui, code is cheap, bon marché, on peut très vite le générer, show me the talk. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de partir d'un cas métier. En fait, on va partir d'une issue GitHub. Aujourd'hui, on a un plugin en fait, qui permet de générer des données, qui s'appelle le DataGen. Et beaucoup de teams aujourd'hui, beaucoup d'équipes, de clients, d'utilisateurs manipulent des données personnelles, et notamment des données sensibles, et ont besoin d'anonymiser leurs données. Donc, j'ai créé du coup une issue, GitHub, une feature request, qui résume un petit peu ça, notamment aujourd'hui pour respecter le RGPD et se mettre en conformité. Les équipes ont parfois besoin d'anonymiser des données. Donc ici, j'ai résumé un petit peu, c'est finalement une spec avec le pourquoi, la motivation, donc de manière très rapide, un petit contexte, quelques liens vers des informations importantes. Le nom de la tâche qu'on va souhaiter également, donc ici ça va être Anonymize. Et surtout, ce qui ne va pas être dans le scope. Donc ici, la tâche en fait va permettre de prendre en entrée un fichier CSV ou un fichier JSON. Et en fait, ici, explicitement dans l'issue, j'ai précisé qu'en fait, on souhaitait mettre en dehors du scope certains types de fichiers pour les traiter plus tard. Également, ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille beaucoup par l'exemple et par les scénarios. Donc en fait, finalement, ici, un flow, c'est un exemple, c'est un use case, ça part de lui-même, c'est une documentation vivante. Et en fait, on voit à travers les exemples, finalement, ce qu'on souhaite. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ici, ça va être plutôt l'exemple numéro 4 ici, pour pas trop en montrer. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, dans ce workflow, on va ici venir générer un fichier CSV avec des noms de super-héros, donc leur nom réel en fait, donc par exemple Clark Kent, Bruce Wayne, etc. Et on va vouloir les anonymiser avec la tâche qui est juste en dessous, Anonymize, qu'on doit donc créer, ou plutôt que nos agents vont devoir créer. Donc là, l'idée, c'est de passer finalement en entrée de cette tâche-là le fichier CSV. On indiquera également ici quel champ on veut anonymiser, donc ce sera le nom, finalement. Et voilà, donc juste avec ça, l'agent va être capable de créer du code finalement. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer la démo.
Tac. Donc, dans un premier temps, je vais lancer Cloud Code et je vais faire appel à un skill qui permet de planifier comment on va implémenter une issue. Donc là, ici, ça s'appelle Kestra Plugin Plan. On voit tout en haut. Je vais simplement passer du coup le numéro de l'issue. C'est-à-dire que je ne fais pas du prompt engineering, je me base sur le skill, je me repose dessus, je lui passe en entrée le nom de l'issue. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler, il voit qu'il n'y a pas de commentaire encore sur l'issue, donc il va se mettre à écrire un plan. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a dans ce skill-là. Il y a quelques mois, en fait, avec d'autres développeurs chez Kestra, on a créé en fait un dépôt privé sur GitHub, qui est un petit peu un hub privé, donc qui contient des skills et des agents, pour nous permettre de faire tout un tas d'opérations. Alors concrètement, un skill, c'est un ensemble justement d'opérations qui va pour orchestrer finalement des tâches répétitives qu'on peut faire chaque jour, pour donner en fait des ordres à un agent. Donc concrètement, c'est simplement un fichier texte sous forme de fichier Markdown. Donc ici, ça c'est vraiment le skill de planification. Donc on voit qu'il a un nom. On voit du coup qu'il a une description ce qui permet à Cloud Code éventuellement de l'appeler automatiquement. On a également du coup un argument ici en entrée. Donc ici, ça va être un numéro d'issue GitHub. Et donc en gros, ensuite on va décrire la mission de ce skill-là. Donc concrètement, ça va être de lire l'issue, notamment la description, les exemples, les éventuels commentaires également. La deuxième étape, ça va être de lui demander de générer le plan avec un format attendu. Donc là, comme ça, on le drive en fait. Donc on va lui demander des informations sur la conception, des informations sur les tâches. Et en fait, ici, ce qu'on peut voir également, c'est que nous, en fait, on passe par du Opus Plan, c'est-à-dire que le modèle pour le plan, ça va être Opus 4.8, voire peut-être 5.5, même si je ne suis pas sûr que ça va apporter grand-chose dans les médias pour le plan. Et en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu ce skill de planification comme un staff engineer ou un senior engineer qui va venir donner des indications à un deuxième développeur de son équipe potentiellement. Donc là, c'est un petit peu l'idée de ces tâches-là. Et d'autres informations, notamment sur la doc, les cas à la marge, etc. Donc une fois qu'en fait il a réfléchi à ça, qu'il a pris un petit peu l'information, le contexte, le pourquoi et les exemples, en fait il va poster le plan directement en tant que commentaire GitHub sur l'issue. Donc là on voit qu'il a terminé, concrètement. Donc si vous voulez, donc là on voit qu'il a commenté effectivement l'issue, avec un lien direct pour y accéder, pour le voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on va sur l'issue, qui est ici, donc si je descends un petit peu, on voit qu'effectivement, il a posté donc, en mon nom le plan d'implémentation. Donc on voit qu'il reprend effectivement, je ne sais pas si on voit bien, tac. On voit qu'il reprend effectivement le nom de la classe Anonymize, le fait qu'on va vouloir gérer du CSV, du JSON, des décisions clés comme réutiliser par exemple la librairie Fikers. Et d'autres éléments, je ne vais pas forcément m'y attarder ici, c'est pas forcément ce qui est intéressant, c'est plutôt le fait, l'enchaînement entre les skills et les agents, je voudrais vous montrer. Là, on voit également du coup qu'il y a un enchaînement de tâches, donc c'est un petit peu, entre guillemets, c'est le boulot pré-mâché pour le skill suivant et les agents qui vont travailler derrière, quoi. Donc c'est concrètement des détails en fait d'implémentation, quoi. Et si on descend, donc on voit également qu'il y a des cas à la marge, par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de content type, etc. Donc là, si vous voulez, vous pouvez après, si on veut, enfin, on est capable, nous, dans l'équipe plugin, de challenger en fait ce qu'il a planifié. On voit également qu'il y a des impacts sur la doc, hein, donc il les a identifiés. Il a rappelé également ce qui était en dehors du scope. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, on voit que c'est généré par le skill, et qu'en fait, maintenant, c'est à nous, humains, d'approuver, du coup, de développeurs, du coup, le plan si on est d'accord. Donc là, pour le coup, je l'avais déjà approuvé pour faire le test, hein, j'avais enregistré la démo avant. Donc ça a déjà été approuvé. Il faut savoir que derrière, il y a un garde-fou de sécurité qui permet au skill suivant de vérifier si ça a été approuvé par quelqu'un de l'organisation Kestra ou pas. Donc c'est-à-dire que si un contributeur open source apparaît sur l'issue et vient taper plan approve avec le slash, ça ne va pas passer, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une personne qui va générer le plan, une autre personne qui peut approuver le plan, et aussi un autre développeur qui peut lancer l'implémentation s'il le souhaite. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ici c'est tracé, donc c'est sur les issues publiques, c'est public. On a vraiment une suite, un suivi de ce qui a été fait, quoi. Donc une fois que j'ai approuvé le plan, je vais du coup lancer la deuxième démo, qui va être l'implémentation finalement. Donc là, ça va faire appel à un deuxième skill qui s'appelle non pas implémentation pour l'instant, mais issue. On va sûrement le renommer pour le coup. Donc là, on voit qu'en fait, il a bien vérifié que je faisais partie de l'organisation Kestra, ici.
Donc ensuite, il va relire à nouveau l'issue, il va en fait relire le plan et le passer en fait à un agent développeur qu'il va appeler ici. On voit qu'il a fait un spawn de l'agent. Pourquoi on a fait ça en fait? On a fait ça pour éviter de consommer trop de tokens, pour faire en sorte qu'en fait le skill et l'agent développeur qu'on a spawné soient bien scopés en fait au plan avec des fichiers très précis. C'est-à-dire que derrière l'agent va savoir exactement quoi mettre, enfin quoi modifier, sur quoi se baser, etc. Comme ça on évite d'avoir trop d'input tokens et de réexplorer le code du coup. Donc si je vous montre, c'est vrai que les skills, je ne les ai pas montrés au niveau de l'implémentation. Donc ça, c'est notre repo, comme je vous le disais. Donc là, on a les skills ici, on a les agents ici. Si je vous montre... Tac. Kestrad plugin issue. Donc ça, c'est celui que je viens d'appeler. Donc là, pareil, il y a un front matter avec une description. Il prend en entrée un numéro d'issue, comme on le voit ici. Donc lui, son but, c'est vraiment de vérifier que le plan est approuvé par quelqu'un de l'organisation. Ensuite, ça va être de spawner effectivement un agent développeur, que je vais vous montrer juste après, et de lui passer du coup le plan, le numéro d'issue et le contexte. Donc une fois qu'on fait ça, je vais vous montrer l'agent, qui est également un fichier Markdown dans les sources. Donc là, on a un Kestra plugin développeur qui, pareil, c'est un fichier Markdown, hein, comme je vous le disais, qui a une identité. Et là, pour le coup, en fait, le skill précédent, c'est plutôt un orchestrateur, finalement. Il va orchestrer un petit peu l'équipe entre le développeur, le code reviewer et le skill de QA pour mener à bien, en fait, l'objectif, quoi. Là, par contre, sur l'agent, on va plutôt avoir un comportement, c'est plutôt un comportement finalement. Donc on va lui dire ce qu'il peut faire, on va lui dire attention, c'est important d'optimiser les tokens, de ne pas trop en cramer, d'éviter d'avoir trop de lecture et de relecture du code. Donc en fait, on le drive un petit peu sur ça. Il y a également des principes, un petit peu des règles d'or, on va dire, hein, sur réfléchir en premier, éviter de supprimer des commentaires importants, d'écrire ce qui est évident en commentaire, pour éviter d'avoir justement du boilerplate et du bruit, finalement, de la pollution dans le code généré. Donc il y a tout un tas d'informations, je ne vais pas forcément m'y attarder si ce n'est pas forcément les détails ici qui vont compter. Il y a également, du coup, par exemple, si on lui file en fait, une issue qui a un bug, en fait, on lui demande d'abord d'écrire un test qui montre que qui reproduit finalement l'erreur, pour s'assurer qu'en fait on a une trace dans le code et qu'à l'avenir, une fois qu'on a le fixe, en fait, il n'y a plus de problème. Bon, c'est un exemple en fait, de comportement qu'on va lui donner. Donc voilà, après on lui donne pas mal d'informations sur comment en fait il va devoir rédiger sa pull request, qu'est-ce qu'on attend dedans, pareil de pas trop mettre de blabla dans la pull request pour qu'en fait il se focalise vraiment sur le pourquoi et sur le quoi en fait. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement et qu'est-ce que ça a apporté comme impact. Un truc important aussi, c'est qu'en fait on a passé finalement les commandes directement de la CLI GitHub en fait à l'agent pour éviter qu'en fait à chaque fois il ait en fait à rechercher quelle commande il va devoir utiliser, etc. Vous voyez également ici qu'on a ajouté un préfixe. Ici, c'est une commande qui s'appelle ATK, qui permet de réduire les input tokens, en fait. Donc, on a préfixé toutes les commandes qu'on a listées dans nos skills et nos agents, de manière, en fait, à drastiquement diminuer, finalement, les input tokens pour aussi faire des économies derrière de consommation de tokens. Donc si je retourne du coup, donc globalement en fait c'est plutôt comportemental au niveau de l'agent. Il y a également des garde-fous plus bas, par exemple des restrictions hein, pour éviter de lancer un Docker Run en privilégié par exemple, etc. Donc c'est un peu casque ceinture bretelle parce que de base en fait les modèles ils sont déjà assez, pour certains sécurisés de base, ils ont déjà des garde-fous en interne donc ça fait un peu redite, mais on a préféré quand même remettre certaines choses pour éviter vraiment qu'il y ait par exemple des opérations destructives ici. Pour éviter justement le maximum de problèmes. Donc voilà pour le développeur. Si je retourne du coup sur Cloud Code, on voit qu'il a... Si je remonte un petit peu, on voit que finalement donc là, le développeur a terminé du coup de faire la PR. La PR a été créée. Ce qui s'est passé ensuite, du coup, le skill d'implémentation a fait appel au skill de QA. Donc en fait, automatiquement, en fait, sans même que j'ai dû en fait faire quoi que ce soit, là j'ai rien fait du coup dans le terminal. Il m'a proposé un plan de QA à partir des exemples que j'ai mis dans l'issue. Et finalement, il m'a repris quasiment à l'identique. On le voit ici. Et des flows, donc ici il a choisi un flow ID, etc. Il m'a dit ce que ça couvrait, il m'a dit si c'était de la non-régression ou pas.
Donc on le voit ici, non-régression. En réalité, comme c'est une démo que je l'ai enregistrée, il m'a demandé si j'étais OK, donc là j'ai dit oui. J'ai dit oui, tu le lances sur Castra 1.3 en open source. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Donc là, il est en train de faire ça. On voit qu'en fait, il a spawné, il a installé un skill pour browser en headless, Castra directement dans la UI et créer des flows, vérifier qu'ils sont bien créés, qu'il n'y a pas d'erreur particulière et que les logs, que tout est OK, quoi. Et du coup, lui, sa mission à ce skill-là, ça va être en fait de générer un rapport de QA pareil, dans l'APR qui vient d'être créé pour s'assurer que tout va bien. Si jamais il y a des problèmes, en fait, le développeur agent saura à nouveau respawn et il va y avoir une boucle et une itération entre la QA et le développeur. Donc, si je vous montre un petit peu, si on retourne du coup sur... Tac. Le skill d'implémentation. Si on descend un petit peu, donc ensuite, un peu plus bas, donc là on voit qu'il y a un step numéro 4, où en fait effectivement on va appeler finalement ce skill directement, on invoque le skill de QA. On attend pour le rapport de QA. Donc lui en fait ici, ce skill là fait juste office d'orchestrateur, et ensuite il donne donc la main en fait finalement à ce skill de QA qui est ici. Il faut savoir que ce skill-là, en fait, on l'avait écrit en priorité. C'est-à-dire qu'au tout début, on n'avait même pas d'agent développeur, on avait plutôt des agents MD. Mais on s'est aperçu que finalement, on devait maintenir quasiment 200 agents MD donc au niveau des repositories. Donc pour information, un agent MD, en gros, c'est un fichier qui va permettre un petit peu comme un README pour les humains, mais pour les agents de driver un petit peu, donc d'expliquer pourquoi il y a un repository, qu'est-ce qu'il fait, enfin un petit peu l'architecture, etc., les principes de base. Donc plutôt que de devoir dupliquer, maintenir 180 repositories et agents MD, on a préféré du coup écrire des skills. Et donc en fait, on s'est aussi aperçu qu'on pouvait facilement, je pense, automatiser la QA, notamment pour certains plugins un peu plus simples, où on n'a pas besoin forcément d'API key, etc. Donc on a en fait, encore une fois, écrit un skill en décrivant finalement le comportement un petit peu. Donc le fait que c'est un QA engineer qui doit en fait faire du test en fait en browser-based. Parce qu'on s'est aussi aperçu, en fait, si vous voulez, on a itéré en fait, petit à petit sur les skills et les agents. On s'est aperçu qu'au tout début, en fait, ils ne faisaient pas vraiment une QA directement dans l'application, mais plutôt une code review. Et en fait, ce n'était pas ce qu'on souhaitait pour l'instant, c'était vraiment faire une vraie QA dans l'application. Il faut savoir qu'en fait, on a également du coup un repository de tooling qui s'appelle Plugin DevTools, qui nous permet du coup de lancer Castra, de déployer un plugin, un genre de plugin dans Castra, de déployer de release un plugin en production, etc. Et en fait, ici, on a indiqué plus tard, puisqu'on l'a fait plus récemment, qui pouvait en fait lancer Castra à partir de ce tooling-là, pour éviter aussi de réinventer la roue. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste aller chercher le bon script, le lancer, et il est capable de lancer en fait Castra finalement en autonome et de déployer un jar sans réinventer la roue, quoi. Donc là concrètement c'est ce qu'on a listé ici, les deux commandes, hein, donc Castra Core Run, Castra Plugin Shadow Jar pour builder le Shadow Jar et le mettre dans le dossier de plugin. Et tout ça, il faut savoir aussi qu'en fait, avant de le faire, nous-mêmes, en fait, on savait le faire ça. On a bien sûr appris sur le tas, on savait faire nous-mêmes tout ça, mais on s'est aperçu qu'il y a pas mal de boilerplate, de redits dans la ligne de commande, etc. Donc on a aussi fait ça pour nous gagner du temps et en fait, finalement, s'axer sur la valeur qui est vraiment le métier et la sortie, donc les résultats qu'on peut apporter pour nos clients, nos utilisateurs, quoi. Donc là, pareil, on a à nouveau des règles. Hein, donc en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on lui dit tu ne fais pas de test unitaire. Enfin, c'est pas le but en fait de ce skill-là. Tu ne fais pas une code review, etc., etc. La première phase, ça va être en fait, il va vérifier les critères de sélection. Il va vérifier quelle édition on souhaite lancer. Est-ce que c'est l'édition Enterprise, l'édition OSS? Les prérequis, donc ça va être de résoudre tout un tas de choses, hein, donc notamment est-ce qu'on a un fichier de licence en local, est-ce que, etc., etc. Il y a pas mal d'informations, quoi. Je ne vais pas forcément m'y attarder aujourd'hui. Ensuite, il va devoir donc construire le jar, le shadow jar du plugin, ou des plugins, parce qu'on pourrait avoir très bien plusieurs plugins à QA en même temps. Et à la fin, donc, on décide de redémarrer Castra. Donc ça, c'est lui qui le fait automatiquement, sans réinventer la roue encore une fois. Donc là, voilà, donc il démarre Castra. Et ensuite, c'est le test à proprement parler, donc qui utilise, comme je vous le disais, agent de browser, pour browser en headless, du coup, Castra. Voilà, donc je ne vais pas forcément tout dérouler parce que voilà. Après on lui explique aussi du coup où il va pouvoir créer les flows. Donc par exemple ici on lui indique qu'en fait l'URL pour créer un flow c'est celle-ci. Comme ça il n'a pas non plus encore une fois à explorer trop. Il va directement aller à cette URL là
et pouvoir créer un flow directement dans l'éditeur de YAML. On lui demande également donc, pour chaque flow de sauvegarder et d'exécuter, de vérifier que tout s'est bien passé, que tout est vert en gros, que tout va bien dans les logs, et si ce n'est pas le cas, de faire un rapport concret avec une croix rouge et un rapport KO, quoi. On lui demande également donc, d'inclure éventuellement quelques flux de non-régression pour s'assurer qu'on n'a rien cassé à côté, quoi. Et c'est à peu près tout. Et en fait, ce qu'il a à la fin également, donc on lui demande de poster un commentaire, un rapport de QA sur la paire, donc pareil en indiquant la commande directement. Et c'est à peu près tout, et je pense qu'il doit avoir terminé puisque je l'ai mis en accéléré. Donc effectivement, il a terminé, donc on voit qu'ici, finalement, à la fin, il a bien lancé tous les flows et qui sont tous en succès, donc magnifique. Ce qu'on n'a pas vu par contre, c'est qu'en fait, il y a eu également un deuxième agent qui était spawné. Je pense qu'on peut le voir dans les logs, si on remonte un petit peu, ici. Ouais, c'est un peu sensible. Ici, on voit qu'en fait, mon orchestrateur en fait, d'implémentation, il a spawné un deuxième agent qui s'appelle Kestra Plugin Code Reviewer, qui, lui, a 4 missions. Donc, je vais vous le montrer. Donc, lui, c'est pareil, c'est un agent MD, finalement. Et du coup, il se situe... Tac, il se situe... ici. Donc lui, en fait, il a 4 missions. La première, c'est s'assurer qu'en fait, les besoins métiers sont remplis. Donc là, il va les vérifier sur l'issue, qu'en fait, effectivement, on n'a pas débordé, on n'aura pas oublié finalement un élément important de la demande de produit. Ensuite, ça va être de respecter les guidelines Kestra, notamment les guidelines plugin. Donc là, en fait, on a un fichier vraiment de guidelines à part entière qui est partagé entre les deux agents. Et si je vous le montre, en fait, c'est un peu tous les standards de développement plugin. Donc là, à la base, à l'origine, quand je suis arrivé chez Kestra, il y avait en fait une page de doc sur les guidelines plugin, sur comment écrire un plugin. Donc nous, on en a ajouté une nouvelle pour mettre plus d'informations et des détails en fait au niveau des properties, par exemple, au niveau de comment on souhaite tester, enfin comment faire les appels HTTP avec le client interne de Kestra, etc. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'au fur et à mesure, avant, on n'avait pas en fait Cloud Code, les agents, etc. Et quand on faisait la QA avec mon collègue dans mon équipe et d'autres personnes pour l'open source, on s'est aperçu qu'on faisait toujours les mêmes retours. Enfin, c'était utilise le client Kestra, utilise property off, utilise ci, utilise ça. Et en fait, c'était hyper redondant, on perdait beaucoup de temps. Donc on avait d'abord décidé dans un premier temps de créer ces guidelines-là sur la doc, sur le website. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a reporté là sous forme de fichier Markdown, hein, qui est ici, les guidelines, et qu'on a finalement partagé et inclus dans chacun de nos agents pour qu'ils partagent finalement les mêmes guidelines. Donc ensuite, il y a deux autres missions. Donc c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, de faille de sécurité majeure. Donc pour ça, en fait, il se base sur OWASP. Et également, donc sa dernière mission, ça on s'en a aperçu plus récemment, c'est en fait de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de performance, de potentiel fuite mémoire, de tests un petit peu flaky, d'explosion de la complexité avec des boucles imbriquées, etc., etc. Donc ça, c'est les 4 missions. Et en fait, une fois qu'il a terminé, en fait, il poste un rapport sur l'APR complet, et en fait, il va soit tamponner, approuver, soit rejeter. S'il rejette, en fait, on a mis un garde-fou pour qu'en fait, on n'ait pas plus de 5 allers-retours entre le code reviewer et le développeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu également qu'il pouvait avoir potentiellement des boucles illimitées et des boucles sans fin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Du coup, l'humain reprend la main et en fait, on est pingé pour voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on débloque la situation, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc concrètement, si je vous montre la paire générée, elle est ici. Donc il nous a bien généré une paire sur le repo. Tac. On voit que finalement ici, le code reviewer est passé. Donc en fait, il fait à la fois une review sur la ligne indiquée, donc il nous précise qu'ici, par exemple, il y a un problème de correction, enfin un problème de format, visiblement. Et donc voilà, en fait, il agit à la fois sur les lignes, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait un rapport un peu plus complet ici. Donc on voit qu'ici, par exemple, il n'y a aucune violation sur les guidelines Kestra. Les business requirements sont remplis, il n'y a pas de problème de sécurité. Au niveau de la performance, il y a quelques problèmes un petit peu, donc il y avait pas des red flags, mais des orange flags, on va dire. Donc là, il a quand même demandé des changements. Donc ce qui s'est passé, c'est que le développeur a retourné, et donc là on voit qu'il y a un commit, il a recommitté, en fait il a pris en compte la review de l'agent. Et finalement, donc ensuite il y a eu quelques petits retours à nouveau, mais c'est des nits, c'est-à-dire que c'est du pinaillage, hein, en gros. Et donc le code reviewer a retourné à nouveau, et là il a dit ok, t'as mon tampon, j'approuve la PR, si tu veux tu peux corriger mes petits pinaillages, mais c'est pas grave, quoi.
Donc après ça, en fait, il y a la QA qui a tourné. D'ailleurs, c'est même en parallèle en réalité. Dès que la paire est créée, en fait, la QA commence à tourner. Et donc là, on a bien notre rapport de QA. Donc on voit qu'il a lancé sur cette instance-là de Kestra, une instance Enterprise, sur cette version-là du jar qui est la version Snapshot, sur cette version-là de Kestra. Donc là, on voit que finalement tous les flows sont en succès. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on demande dans la sortie du coup chaque flow ici utilisé. Comme ça, on a vraiment l'exemple et le flow en question. On a également donc combien de temps ça a pris. Donc c'est intéressant. On peut avoir des données sur le temps d'exécution. Donc on peut voir s'il y a un loop, si ça a duré 10 minutes ou quoi, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et voilà, donc on a bien nos exemples et la QA qui est validée ici. Et c'est d'ailleurs précisé ici que ça a été fait par la... Enfin, il n'y a pas en fait d'arnaque en fait. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un skill qu'il a fait, c'est pas un humain qui a fait semblant de le faire et qui a retiré ce footer-là. Donc au moins c'est tracé et on sait exactement ce qui s'est passé. Et également, du coup, il y a quelqu'un de l'équipe, un développeur de l'équipe qui a été pingé ici en tant que reviewer humain avant de merger l'APR et de release le plugin. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait pour nos skills et nos agents, donc pour la démo. Ce que je voudrais vous montrer également, c'est qu'en fait l'instance que je vous ai montré dans le rapport de QA, en fait, finalement, je peux la lancer à côté. C'est-à-dire que si je veux, en fait, on a des DevTools en fait dans l'équipe plugin qui sont ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon instance de Kestra Enterprise tournait déjà. Donc là, ce que je peux faire, c'est regarder quelle instance est en train de tourner, récupérer l'URL. Et en fait, aller voir les flows qu'il m'a créés pour ma QA. Donc là, finalement, ça c'est l'un des flows dont je vous parlais au début, donc avec les super-héros à anonymiser. Donc là, on voit par exemple qu'il y a Clark Kent, Bruce Wayne, etc. Et le but, c'est en fait d'anonymiser en fait, ces noms-là, Bruce Wayne, etc. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a mis au niveau du plugin Anonymize ici. Donc là, on a demandé, attention, tu vas anonymiser leur nom de famille, quoi. Donc ça, voilà, c'est Kestra, donc avec ici l'éditeur low-code et ici la topologie qui vous permet de voir en fait plus visuellement en fait votre flow. Donc concrètement, ce qui se passe, donc là le flow est déjà sauvegardé. Je vais l'exécuter pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là on voit que ça s'est exécuté très rapidement. On a un diagramme de Gantt avec le temps d'exécution, etc. On peut regarder du coup les logs. On voit qu'il y a 10 records, 10 enregistrements qui ont été anonymisés et écrit dans le stockage interne. On peut également du coup voir les outputs. Donc par exemple, si on prend la tâche ici du coup Anonymize qu'on a générée avec nos agents et nos skills, on va pouvoir en fait regarder qu'est-ce qu'il a fait en preview. Et effectivement, donc là, Batman s'est transformé en Miss Denis Schulitz. Voilà. Donc c'est plus Bruce Wayne, il est caché. En réalité, j'ai un peu menti, c'est pas de l'anonymisation, c'est de la pseudonymisation parce qu'on a quand même gardé l'ID, donc on est capable de faire l'opération inverse et de retrouver le... Voilà, donc pour l'information. Je pense que c'est tout pour la démo, donc je vais retourner sur les slides. Ah, bah, du coup, vous avez... Donc finalement, l'équipe, en fait, la squad plugin, on pourrait la résumer, c'est un peu violent, mais à 1500 lignes de Markdown, en fait, si on va vraiment jusqu'au bout du délire. Concrètement, sous forme de skill, c'est d'agent. Donc ça fait un peu mal à l'ego, mais en réalité, on garde la main sur ce qui compte vraiment, donc la décision de produit, la discussion avec les sales, avec les customer success, le marketing, pour pouvoir se driver sur le produit, sur la réflexion de produit, enfin le métier. Donc finalement, c'est nous, humains développeurs, qui écrivons l'issue, qui écrivons la spec. Donc on est vraiment ici sur du spec-driven development, sur du context engineering. Donc ensuite, on a nos amis les agents qui vont venir nous aider pour le plan. À nouveau, nous, donc développeurs, on agit au niveau du plan pour interagir, pour décider si on approuve ou pas, ou discuter avec, et effectivement replanifier pourquoi pas derrière. Ensuite, donc, on a à nouveau, comme je vous l'ai montré, des skills et des agents qui vont pouvoir, donc, avec l'orchestrateur d'implémentation, faire à la fois le développement, la code review et la QA. Donc en fait, on a beaucoup de garde-fous et en fait, on est serein et notre niveau de confiance à la fin sur la paire est quand même relativement élevé aujourd'hui, puisqu'on a pas mal de garde-fous et on a éprouvé ça sur des centaines d'issues aujourd'hui. Donc je dirais que le niveau de confiance est à plus de 80% en général sur les paires de base. Avant même d'arriver à la dernière étape, qui est l'étape de review par un membre de l'équipe. Et ensuite, le merge et la release en production sur le site. Et du coup, la mise à disposition sur Maven. Donc finalement, en fait, on devient vraiment des product engineers, on n'écrit plus de code ou presque pas. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'écris moins de 5% de mon code, pour être honnête, mais par contre, je suis plus drivé par le produit, je suis plus drivé par les résultats, par la sécurité, par la QA, etc. Donc c'est tout ce qui gravite finalement autour de l'écriture pure de code.
Si on revient finalement à la matrice de sécurité, la matrice de maturité de l'IA agentique, moi je pense qu'aujourd'hui on se situe au niveau 4A, c'est-à-dire semi-automatisé, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur d'autocomplétion, on n'est plus sur du prompt engineering, on a vraiment un contexte avec des specs en entrée, une batterie de skills qu'on met à jour régulièrement, des agents. Je dirais même qu'on est presque quasiment au niveau 4B autonome, mais il y a encore des gates. Par exemple, on pourrait faire sauter la gate d'approbation du plan et peut-être penser à un skill avec des critères pareils larges, mais on n'en est pas encore là parce que c'est quand même important, je pense, de discuter le plan aujourd'hui. Donc voilà. Et vous allez me dire combien ça coûte pour une session, pour une issue, pour un feature request. Il faut savoir que pour la définition des skills et des gens que je vous ai montré au format Markdown, on est à peu près aujourd'hui sur 20 000 input tokens. Donc ça, c'est vraiment la base. Si vous regardez, donc ça paraît énorme, mais en réalité, un token, c'est ni un mot, ni en fait une lettre. Donc en fait, c'est en anglais, puisqu'ils sont rédigés en anglais, c'est à peu près 4 tokens par mot. Pourquoi on n'a pas fait en français? C'est aussi parce qu'on est global et puis qu'on souhaite que ce soit lisible et que chacun puisse en écrire. Mais c'est aussi parce qu'en français, finalement, en fait, un mot vaut plus que 4 tokens. Donc en fait, on aura aussi une perte en input. Donc c'est pour le détail. Faut savoir que si vous faites un slash context dans Cloud Code, vous allez voir en fait concrètement, je peux même vous le montrer très rapidement. Quand vous lancez juste une session Cloud Code, sans même rien charger au niveau des définitions, même sans faire appel à un skill, vous pouvez regarder au niveau du slash context. Vous allez avoir en fait de base, je ne sais pas si on va le voir, il y a 24 000 tokens ici en entrée qui sont déjà chargés de base. Donc c'est plus que la définition de nos skills et de nos agents, pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, c'est chargé à chaque fois. Donc dans les 340 000 input tokens que j'ai mis, ça en fait partie. La définition aussi en fait partie. Donc on est déjà à plus de 10% juste pour la définition et pour Cloud Code. Après, voilà, c'est des tokens au niveau de la lecture du code, de l'exploration de fichiers, de l'issue, etc., etc. Des éventuels commentaires dans l'issue, tout ça. Et en sortie, on est à peu près sur 30 000 output tokens. Il faut savoir qu'aussi, on a calculé à peu près combien on estimait le coût. On est à peu près sur 1,65 $ aujourd'hui, avec Opus en plan, et avec Sonnet pour tout le reste, donc du développeur à la QA et à la revue de code, en fait. On s'est également perçu que finalement, c'est l'agent développeur et la QA qui représentent à peu près 2/3 des tokens, finalement, en entrée. Alors, comment on pourrait s'améliorer? Comme je vous le disais avant, en fait, il y a plusieurs pistes. Donc, je vous ai parlé du plan. Peut-être que le plan, en fait, on pourrait faire plus que juste un slash approved. En fait, aujourd'hui, on peut discuter avec l'agent, on peut le challenger, mais peut-être qu'on pourrait trouver d'autres façons d'échanger avec lui à travers peut-être un nouveau skill ou whatever. Je ne sais pas trop pour l'instant, honnêtement, il faut qu'on en discute et qu'on voit comment ça évolue. Au niveau de la QA, pour l'instant, ça gère bien tout ce qui est plugin, on va dire simple, où il n'y a pas forcément de compte, d'API, où il n'y a pas besoin d'une licence lourde, etc. Donc ça, c'est OK. Même si aujourd'hui, en fait, il est capable de détecter qu'on a des API qui en secret et sans lire le secret, de lancer aussi des plugins des QA sur des plugins plus complexes. Quelque chose aussi au niveau de la CI, il faut savoir qu'aujourd'hui la CI n'est pas monitorée par les agents et par les skills, donc ça peut-être qu'il y a quelque chose aussi à faire à ce niveau-là pour pouvoir améliorer un petit peu le feedback, un petit peu aller plus loin, encore une fois améliorer la qualité. Et pour finir, je pense aussi qu'on pourrait, pourquoi pas aller au niveau suivant, donc au niveau 4B, 5A, donc si on revient rapidement sur la matrice, ce serait d'avoir plusieurs niveaux, donc par exemple faire sauter carrément le plan comme je vous l'ai dit, peut-être automatiser le merge et carrément même la release directement du plugin, pourquoi pas. Aujourd'hui, en fait, si je vous montre aussi nos plugins DevTools, finalement, on est capable aujourd'hui de release des plugins en fait, en faisant release plugin. Et on est capable finalement unitairement ou en batch de release nos plugins. En fait, finalement, ce script shell derrière qui est ici va pouvoir nous donner finalement les plugins qui doivent être release et qui ont des commits qui n'ont pas encore atterri en prod. Donc ça, on pourrait en fait l'automatiser et aller même encore plus loin. Et si on voulait aller encore plus loin, donc je dirais au niveau suivant, donc au niveau 5A, là ce serait en fait une autre paire de manches, c'est-à-dire qu'on non seulement en fait on retire les gates, mais en plus en fait on aurait de la télémétrie. Donc par exemple on pourrait penser en fait dans un fichier JSON-L local en fait mettre de la télémétrie sur qu'est-ce qui s'est passé, combien de tokens on a consommé, là où il y a des blocages, etc. Et en fait de plus en plus faire en fait un context engineering apprenant, en fait, auto-apprenant, et par la suite peut-être créer un skill d'auto-optimisation pour qu'en fait nos skills et nos agents en fait, créent eux-mêmes peut-être de nouveaux skills, de nouveaux agents et créer des PR finalement sur le hub, le dépôt privé, quoi.
Donc voilà, c'est fini pour moi. Donc bah merci à tous et n'hésitez pas à mettre une petite étoile sur le dépôt Kestra. Et si vous voulez voir les informations, donc là c'est l'entièreté du talk et de la démo. Donc à droite si vous voulez aller voir le talk et rejouer la démo quoi.